Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Geekophile. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau concept qui s'appelle donc Comics Over, et dans ce concept, je vais parler tous les mois des lectures du mois précédent. Donc, nous sommes en juillet, je vous parle des lectures de juin. Alors, allons-y. On commence très rapidement avec Marvel, avec 4 comics que je vous présente dessus. Puisque le premier, donc, il s'agit donc de Jessica Jones alias, donc de Brian Michael Bendis, et dessiné par Michael Gandos. Et en fait, ce comics, assez particulier en fait au niveau du format du comics, présente donc une histoire de Jessica Jones, et c'est en partie ce qui a inspiré l'ambiance et l'histoire de la série Jessica Jones. Alors, il y a une suite à ce comics que je vais m'empresser d'acheter puisque j'ai terminé celui-ci et que j'achèterai juste en juillet normalement. Donc le premier tome c'est Secret et mensonge ici, et la suite s'appelle Pourpre. Et donc la suite certainement reprendra vraiment plus l'histoire de la série avec l'homme pourpre ou Killgrave. Donc ici on n'a pas l'homme pourpre dans celui-ci, mais ça reste quand même une très bonne histoire et ça permet d'introduire le personnage, et il semblerait dans l'histoire que on ait déjà un petit aperçu, enfin quelques manigances de l'homme pourpre. Très bon comics, surtout si vous avez aimé la série Netflix Jessica Jones, je vous le conseille. On passe ensuite à un trio de comics, puisque ce sont les 3 Deadpool Massacre. Alors on a d'abord Deadpool Massacre Marvel. En fait, Deadpool s'est mis en tête, enfin un des Deadpool du multivers, puisqu'il y a plein de planètes dans ce multivers, plein de versions de la Terre différentes, et une version de Deadpool s'est mis en tête qu'il en avait marre d'être dirigé par des scénaristes. Oui, puisque Deadpool sait qu'il appartient à une BD. Donc il décide, il en a marre, il veut ne plus être dirigé par ces scénaristes. Donc il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur supprimer tous leurs personnages, comme ça ils ne pourront plus rien écrire, et je serai libre de ma vie, et on ne sera plus seulement les pantins de personnages supérieurs à nous. Alors il veut massacrer tous les personnages Marvel, mais évidemment il faut supprimer tous les personnages de tous les multivers. Ce qui lui prend énormément de temps, il galère, il y arrive quand même, enfin il essaye du moins d'y arriver, et il tue plein de personnages, plein de manières différentes. Mais au final, il se rend compte à la fin que, ça ne suffira pas, il va galérer. Donc, on arrive au deuxième. Le deuxième, cette fois-ci, il va dans le Ideaverse. Alors, le Ideaverse, c'est une version de la Terre où il n'y a que les idées, c'est-à-dire tous les personnages de romans, les histoires passées, les contes, tout ça, sont réunis dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il se dit, si je supprime tous ces personnages, je supprime l'inspiration des scénaristes, et en supprimant l'inspiration des scénaristes, je me libère de leur emprise. Et au final, il se rend compte d'une chose, et arrive ce 3e tome, où cette fois-ci, c'est ce même Deadpool qui se rend compte que c'est lui-même qui est à l'origine de tout ça. C'est-à-dire que sans lui, c'est un peu le point clé, un centre, et que si tous les Deadpool meurent, ce sera terminé, il n'y aura plus de souci d'être manipulé par les scénaristes. Donc, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de tuer toutes les versions des Deadpool qui existent. Donc, un combat Deadpool versus Deadpool qui est très intéressant. Voilà pour les comics Marvel. On passe maintenant aux comics DC Comics. Alors, je commence avec le Suicide Squad. Suicide Squad, donc avant la sortie du film Suicide Squad, je me suis dit, je vais m'intéresser un petit peu à cette équipe. Et donc, il y a une très bonne série, enfin du moins pour l'instant, un premier tome très bon premier tome de Suicide Squad qui est sorti, qui est un petit peu une origin story
et qui est assez sympa. Donc, comme on le sait, la Suicide Squad est dirigée par Argus, donc, dont la patronne est Amanda Waller. Cette histoire est assez intéressante parce que ça permet de voir que vraiment l'État, et Argus en particulier, n'en a rien à faire de ces personnages qui leur servent de chair à canon, et que à tout moment, les personnages de cette équipe peuvent mourir de manière plus ou moins sympathique, et que Argus se dédouane totalement de la mort de ces personnages. Voilà. Et il trouve toujours des prétextes, et c'est assez intéressant de voir comment cette Suicide Squad se fait un petit peu arnaquer, mais comment cette Suicide Squad essaye aussi de faire des missions assez sympas. Alors la suite sort 1er juillet, donc je ne sais pas si j'en reparlerai, parce que voilà, s'il y a beaucoup de lectures, s'il y a beaucoup de choses dont je veux parler, j'en reparlerai peut-être pas. On passe ensuite à Batman The Dark Knight Strike Again, qui est donc un comics de Frank Miller avec des dessins de Lynn Warley. Alors, ce comics c'est très controversé. Très controversé puisque après être passé derrière The Dark Knight Return, de Frank Miller aussi, ce comics c'est pas décevant, mais c'est vrai que les dessins sont très particuliers, très moches par rapport à l'original. On a une histoire qui est assez compliquée, mais au final que moi je trouve intéressante. Donc, je dirais que c'est un mot, je trouve qu'il suit quand même si ça n'a pas le niveau d'autres œuvres de Frank Miller, comme Years One de Batman, ou encore Batman The Dark Knight Return, mais ça reste une bonne lecture. C'est vrai qu'au niveau des dessins, ça pique vraiment les yeux. Et là, il faut s'accrocher. Je me suis dit, de toute façon, c'est du Frank Miller, ça va être bien. Effectivement, le scénario, moi, je trouve qu'il est bien. Après, c'est vrai que c'est un gros pâté pour beaucoup de dessins pas super jojo. Là, vraiment, quand on voit les autres dessins, on peut tiquer. Voilà. On passe ensuite à Batman Dark Knight 3, qui est la suite de Dark Knight Strike Back. Et cette fois-ci, cette suite, elle est de nouveau du niveau de Dark Knight Returns, je trouve. Donc celui-ci, très peu d'apparitions de Batman vraiment. C'est le premier tome, il y en a 3, je crois. Frank Miller reprend le scénario, comme toujours. Toujours très bon scénario. Et cette fois-ci, le dessin est repris par Ryan Azzarello, Andy Kubert et Klaus Johnson. Et cette fois-ci, les dessins sont beaucoup plus lisibles et beaucoup plus sympas. C'est vrai que Dark Knight Strike Again était très difficile au niveau du dessin par rapport à celui-là qui revient à un bon niveau de dessin. Je rappelle simplement que sur le premier tome, sur Dark Knight Return, c'était Frank Miller qui faisait les dessins. Et encore une fois, eh bien, les dessinateurs ont tenté un petit peu d'imiter dans les deux, que ce soit Dark Knight Strike Again ou dans The Dark Knight 3. Ils ont essayé de reprendre un petit peu le style à Frank Miller, mais ça colle pas toujours. Des fois, c'est difficile. Celui-là, ça va encore, ça va bien. Et pour terminer, chez DC, on a Batman, l'écrit dans la nuit. Ça, c'est un récit complet, encore une fois, où on a un dessin qui est vraiment magnifique. La couverture montre tout, parce que c'est extrait vraiment de l'intérieur. C'est un récit qui date de 92, si je dis pas de bêtises, où on a une série de meurtres. Une série de meurtres qui est très intrigante, et on voit un Batman et un James Gordon qui sont paumés, qui ne savent pas où aller, qui est ce meurtrier, pourquoi il fait ça. Voilà, c'est vraiment, ils ne trouvent pas de lien entre les meurtres, et c'est très compliqué, mais à la fin, ils trouvent un lien, et la conclusion est vraiment très belle, enfin, est vraiment sympa, et les dessins sont vraiment très classe. On a vraiment du beau dessin, et là encore une fois, je ne montre pas des planches surtout, mais là, vraiment, pour montrer ce genre de planche, c'est un grand plaisir. Vraiment. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà pour les 10 Star Wars, les ruines de l'Empire. Alors, ça se passe, comme son nom pourrait l'indiquer, les ruines de l'Empire, ça se passe après le 6e volet de la saga Star Wars, c'est-à-dire le 3e de la trilogie originale. Donc, ici, on a
Donc c'est une introduction à Star Wars 7, le réveil de la Force, puisqu'on a des personnages, on a Luke jeune, on a les parents de Poe Dameron qui sont introduits dans ce comic. C'est un des parents de Poe Dameron, enfin la mère de Poe Dameron surtout, et puis le père, on le voit très brièvement, mais il est là. Et ça montre très bien ce qui se passe justement, comme son nom l'indique, les ruses de l'Empire, qui se passe après la chute de l'Empire. Voilà. Peu de choses à dire, si ce n'est que c'est un bon récit. Franchement, c'est un très bon récit. Il se lit assez facilement. Il est intéressant. Et franchement, ouais, c'est. Je vous conseille aussi, c'est un très bon comics. Voilà. C'est vrai que pour l'instant, il y a peu de mauvais comics dans ce que je vous ai conseillé. Ne vous inquiétez pas, ça vient quand j'en parlerai peut-être sur les kiosques. Pour terminer, donc les indépendants. Et donc là, cette fois-ci, je vais parler de 2 séries. Je présente le tome 1, même si les tomes 1, je ne les ai pas lus en juin, mais un petit peu avant. Simplement parce que j'ai lu le tome 2 et les derniers tomes de cette série, donc 2 séries. Je commence avec Lock and Key. Alors Lock and Key, si vous connaissez, si vous suivez les chroniques de Marvel, et même d'autres youtubeurs comics en ont parlé, Lock and Key, c'est une histoire de Joe Hill, un scénario de Joe Hill avec des dessins de Gabriel Rodriguez, qui font un très bon duo pour faire une très bonne histoire. Pour résumer très brièvement quelle est cette histoire, eh bien simplement on est dans une demeure, une maison où il existe certaines clés très particulières qui ont des pouvoirs et qui vont permettre en ouvrant certaines portes ou à certains moments ou voilà certaines choses, certaines conditions sont quand même présentes pour ces clés, eh bien on a différents pouvoirs. C'est-à-dire que là vous voyez la première clé qu'on introduit, c'est la clé de la mort. Ça ne tue pas vraiment les gens, en fait ça tue les gens. Ce que ça fait en fait plus précisément, c'est qu'en prenant cette clé, vous pouvez prendre votre forme spectrale, c'est-à-dire vous laissez votre corps au pied de la porte et vous prenez votre forme spectrale, vous êtes un fantôme qui se déplace dans la maison. Et donc personne, à part quelques exceptions, ne peut vous voir. Donc ça c'est un exemple de clé. Il y en a plein. Il y a une histoire très complexe mais très intéressante. Il y a 6 tomes, 6 tomes comme ça. Ils sont tous à 20 € sauf le dernier qui est à 25, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, une série de 6 bouquins, un pur chef-d'œuvre, vraiment. Donc très bon conseil cette série. Voilà, c'est édité chez Milady, donc si vous les voulez, si vous les trouvez chez votre libraire, prenez-en un, testez, si vraiment vous aimez, prenez les 5 autres derrière, parce que Milady, on ne sait pas s'il réédite, contrairement à Marvel ou DC où il y a plus de chances d'avoir des rééditions. Mais là, c'est très bon et ça mérite vraiment son pesant de cacahuètes. Et on passe ensuite à Birthright. J'ai lu le tome 2 en juin. Ça c'est le premier tome qui est donc sorti qui est sorti et que j'ai eu en décembre. Alors, je ne sais pas je sais plus quand il est sorti. Et il y a le tome 2 ici que j'ai lu, donc celui-ci que j'ai lu en juin et qui est sorti au début d'année. Birthright est une très bonne série, scénarisée par Williamson, dessinée par Bresson et coloriée mis en couleur par Lucas. Lucas, je ne sais pas comment on le prononce. Ou Lucas peut-être. Enfin bref, cette série est une très bonne série. Alors, j'ai déjà adoré en fait ce premier tome, que j'avais lu en décembre. Et le deuxième tome m'a confirmé l'excellence de cette série. Vraiment une série qui était très bien menée, du heroic fantasy, mais du heroic fantasy pas cliché, etc. Bon, il y a des créatures mystiques, etc. Mais vraiment bien amené et on a une construction scénaristique qui est vachement intéressante puisqu'on a d'un côté les scènes qui se sont passées dans le présent, si on veut, dans le présent sur Terre, et des scènes qui se sont passées dans le passé sur une genre de planète fantastique. Alors, pourquoi ça s'est fait comme ça? Puisque l'histoire, c'est un jeune garçon qui joue avec son père dans les bois,
Et alors qu'il joue à la balle, le fils va chercher la balle qui est partie trop loin et se retrouve en fait comme téléporté dans un monde fantastique, dans un monde fantastique particulier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans ce monde fantastique, on lui dit que c'est un grand guerrier qui est l'élu et qu'il va protéger l'univers, enfin protéger la planète et sauver cette planète sur laquelle il a atterri. Et, euh, et en parallèle, évidemment, le père de ce jeune garçon va chercher son fils qui n'est plus là. Et, et donc, voilà, on l'accuse d'avoir kidnappé et tué son fils. Lui se bat contre la justice. Et au final, au moment vraiment du récit, ça c'est la première partie, le premier chapitre, et après, à partir d'un moment, l'histoire véritable va commencer au moment où il y a le retour d'un étranger très particulier avec des épées, des boucliers, etc. Des tatouages partout, ultra baraqués. Un genre de Thor, mais en brun, comme on le voit ici, ce personnage. Et en fait, ce personnage se dit être le fils bien de comment dire, cet enfant du moins se dit être cet enfant qui a disparu il y a des années de cela. Donc on appelle les parents, on leur dit voilà, est-ce que c'est votre fils? Et non, c'est pas possible, ça fait 1 an qu'il est parti, il peut pas avoir pris 20 ans, 25 ans en à peine 1 an. Donc il n'y croit pas. Et c'est là qu'on va avoir donc cette double chronologie, si on veut, cette double fil conducteur, puisqu'on va avoir en parallèle, en alternance, l'histoire donc de ce garçon dans le monde fantastique, dans cette planète fantastique, et en même temps, l'histoire cette fois-ci de cet homme, qui est donc en même temps, qui est cette fois-ci sur Terre, voilà, et au présent. Alors que l'histoire sur la planète fantastique, eh bien, se passe dans le passé. Voilà. Assez compliqué à résumer cette histoire, mais ça vraiment, c'est vraiment très très bien aussi. Très très bonne série. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes, mais j'attends la suite impatiemment, vraiment, parce que c'est bien aimé et puis parce que voilà, l'histoire est vraiment sympa. Donc ça, je conseille ça à ceux qui adorent le Heroic Fantasy et des choses comme ça. Allez-y, c'est vraiment top. Top, top, top. Voilà, c'est tout pour ces comics, donc on va dire comics librairie, c'est format librairie. Et je refais une autre vidéo en parallèle qui parlera cette fois-ci des sorties kiosques. Donc ce sera peut-être un peu plus rapide. Là, c'était très 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 positif, hormis The Dark Knight Strikes Back Again, sur lesquels j'étais un peu mitigé. Mais sinon, de bonnes choses. Là, je parle cette fois-ci, je vais parler dans la prochaine vidéo, donc la vidéo qui va aller sortir à peu près en même temps, des sorties kiosques du mois. Donc, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.